Alors, bonjour à tous, je m'appelle Riyad Haïdar et c'est mon plaisir d'accueillir Jean-Jacques Greffet, professeur à l'Institut d'optique, qui a passé 25 ans auparavant à l'école centrale, chercheur au laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'optique également. C'est le deuxième séminaire de l'année, toujours cette thématique Année de la Lumière, en 2015. Alors, Jean-Jacques Greffet est une des sommités mondiales en nanophotonique, ça signifie l'étude des propriétés électromagnétiques des structures dont la dimension caractéristique est inférieure à la longueur d'onde. Ça donne quelquefois effet à des phénomènes surprenants, contre-intuitifs, dont certains ont été d'ailleurs découverts et mis en évidence par Jean-Jacques Greffet. Il va nous parler par exemple de la façon dont des structures plasmoniques ou nanostructures métalliques permettent le contrôle de l'émission spontanée. Voilà, donc je vais lui passer la parole sans plus tarder. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Riyad. Je suis très sensible à cette invitation. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver des visages connus ici. Donc, je vais faire comme je vais vous parler donc effectivement du contrôle de l'émission spontanée avec des structures plasmoniques. Donc, je vais faire comme dans les dissertations de philosophie. Je vais expliquer ce que c'est que l'émission spontanée et je vais parler des structures plasmoniques avant de montrer ce qu'on peut faire en les mettant ensemble. Alors, l'émission spontanée, pendant longtemps, on a cru que c'était une caractéristique de l'émetteur. Lorsque l'on fait de la spectroscopie, on caractérise une raie d'émission avec sa fréquence et sa largeur de transition. Sa largeur de transition est associée à la durée de vie de l'émetteur. Et donc, quelque part, il y a le message implicite que ceci est une caractéristique intrinsèque de l'émetteur. Alors, cette manip qui date des années 70 montre sur la fluorescence de l'europium. L'europium est déposé ici au-dessus d'un miroir d'argent qui est représenté ici. Et il y a ici des cales d'épaisseur qui sont des films moléculaires et on peut les déposer un par un et donc contrôler avec une très grande précision l'épaisseur de la cale. Et la mesure qui est faite est une mesure, alors c'est une mesure d'ensemble, ce n'est pas fait sur des émetteurs uniques dans les années 70, mais ils ont tous exactement la même distance au miroir et vous voyez que la durée de vie oscille. Et donc, ce n'est pas du tout une caractéristique, ça dépend de l'environnement. Donc, on peut contrôler la durée de vie d'un émetteur, on peut contrôler l'émission spontanée des émetteurs. Et ce que l'on fait ici, c'est modifier la densité d'état en introduisant un miroir. Dans les années 87, avec la même idée, l'idée de contrôler l'émission spontanée, Ilya Yablonovitch a proposé d'introduire les cristaux photoniques. Donc la première article qui a introduit le concept de cristal photonique, c'est pour contrôler l'émission spontanée. Et en l'occurrence, il s'agit de faire de l'inhibition d'émission spontanée. Il s'agit de faire en sorte qu'en mélangeant des diélectriques transparents avec des diélectriques transparents, de par les mécanismes de réflexion de Bragg, on introduise une bande interdite pour les fréquences optiques dans ce milieu qui est composé d'un mélange de milieux transparents. Et parce qu'il y a réflexion, donc c'est exactement comme pour un cristal électronique, on va créer une bande de fréquences dans laquelle la lumière ne peut pas exister. Donc il n'y a pas de mode. Si un atome placé dans ce cristal ne trouve pas de mode pour se désexciter, d'après la règle d'or de Fermi, eh bien, sa durée de vie tend vers l'infini. Alors en fait, il y a énormément d'autres processus qui lui permettent de se désexciter quand même. Ça, c'était l'idée initiale. Du coup, les gens se sont mis à faire des cristaux photoniques. On a fait des quantités de choses avec des cristaux photoniques. Il a fallu quelques années pour démontrer les effets. Pour voir l'effet sur l'émission spontanée, il a fallu attendre plus de 20 ans et les effets étaient assez faibles. C'était des inhibitions de l'ordre de 3, donc des ralentissements en fait. Donc on n'a jamais réussi à faire ça. Mais c'était ça l'idée initiale qui a lancé le domaine des cristaux photoniques. Aujourd'hui, on peut acheter des diodes laser qui fonctionnent avec des fibres à cristaux photoniques. Il y a plein d'autres applications. Mais c'était ça l'idée initiale, contrôler l'émission spontanée. Alors ça, c'était pour l'émission spontanée. Le message, on peut la contrôler si on s'y prend bien et si on modifie l'environnement. Donc c'est ce que je vais faire. Alors comment je vais faire ça? Je ne vais pas faire ça avec des cristaux photoniques, je vais faire ça avec des plasmons. Donc qu'est-ce que c'est qu'un plasmon? Alors il y a deux types de plasmons de surface. Il y a deux situations typiques qui correspondent à des plasmons de surface. Une interface métal vide, diélectrique, ou alors une nanoparticule. Ici, j'ai pris la forme la plus simple, une sphère. On va supposer que cette sphère est très petite devant la longueur d'onde. C'est du métal. Qu'est-ce que c'est qu'un plasmon? Dans le cas qui est ici, c'est tout simplement l'ensemble des électrons qui, en bloc, vont osciller de part et d'autre
du réseau cristallin. Donc quand le nuage d'électrons va aller vers le bas, ça va déborder un peu et il y aura une charge de surface négative. Ici, ils sont partis, donc ils ont laissé derrière eux des charges positives. Et quand vous écrivez le champ électromagnétique ici, vous écrivez une équation de la dynamique classique pour ceci, vous trouvez une fréquence de résonance qui est ce qu'on appelle la pulsation plasma. C'est la pulsation plasma divisée par racine de 3 dans le cadre du modèle de Drude. Donc voilà, c'est un petit oscillateur. Et donc, c'est une oscillation caractéristique des électrons, mais c'est une oscillation collective des électrons. Si vous écrivez une équation de la dynamique pour l'électron qui est en plein milieu ici, le champ qu'il subit est dû à tous les autres électrons. Donc, c'est une oscillation collective. Le dipôle électrique associé à ça, il est considérable parce qu'il met en jeu des milliards d'électrons. Si j'ai quelques nanomètres, j'ai des milliers d'électrons ici, ça dépend de la taille. Mais si on est sur quelques nanomètres, c'est des milliers. Si on va sur la centaine de nanomètres, on a des nombres considérables d'électrons. Donc des forces d'oscillateurs gigantesques. En fait, c'est de la superradiance, puisqu'il y a beaucoup d'émetteurs, tous en phase, tous ces électrons. C'est une antenne. L'autre exemple typique, c'est une onde de surface qui se propage le long de l'interface. Donc j'ai écrit ici exponentielle IKX, ça c'est X, le long de l'interface. Et puis de part et d'autre de l'interface, ça va décroître. Ça va décroître parce que le vecteur d'onde ici est plus grand que oméga sur C. Donc c'est exactement comme pour les guides d'onde diélectriques. Quand vous avez un vecteur d'onde qui est plus grand que oméga sur C, eh bien dans le vide, vous avez obligatoirement décroissance exponentielle. Donc on va avoir une onde qui est accrochée à l'interface et elle est donc confinée spatialement. Mais ce n'est pas tant ça qui fait qu'elle peut être extraordinaire. Voilà la relation de dispersion. Là, vous avez la fréquence. Là, vous avez le vecteur d'onde. Vous voyez que la relation de dispersion présente une asymptote ici, donc toujours dans le proche UV, à la fréquence plasma. Et ça veut dire qu'à cette fréquence particulière, chacun de ces points ici, c'est un vecteur d'onde différent, donc c'est un mode. Un mode, c'est K et oméga. C'est le couple K-oméga, c'est un mode. Et donc là, vous avez un très grand nombre de modes. Donc la densité d'état diverge. Et si la densité d'état diverge, si vous avez un émetteur qui peut se coupler à ça, alors il va se désexciter extrêmement vite. On a aussi des cas très très grands, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire des champs ultra confinés spatialement. Donc c'est ça, en fait, les ingrédients magiques des placements. Voilà. Là, évidemment, je peux faire un champ très confiné puisque l'objet est petit. Donc c'est la géométrie qui va confiner les champs. Donc ça va servir à ça, les placements. C'est une structure qui va me permettre de fabriquer des champs aux fréquences optiques, mais qui sont beaucoup plus petits que la longueur d'onde. Ici, parce que j'accède à des grands cas. Ici, tout simplement parce que la géométrie m'impose la structure. Ça, c'est un petit dipôle. C'est la taille de la sphère qui me crée l'extension spatiale du champ qui est juste en dessous. Donc ça marche aux fréquences optiques, mais ça fait des champs lumineux qui ont des extensions spatiales de l'ordre de quelques nanomètres. Donc c'est des lentilles que l'on ne peut pas faire avec de l'optique habituelle. Voilà. Donc ultra confinement du champ. Voilà, donc ça c'est mes outils de base et c'est mon objectif. Alors je vais vous parler de nano-antennes plasmoniques. Je vais créer des structures avec des plasmons pour faire des antennes. Donc pour contrôler l'émission spontanée, je ne vais pas utiliser des structures diélectriques, mais je vais faire littéralement ce que font les gens dans les ondes radio. Je vais essayer d'amener des structures métalliques près des atomes pour contrôler leur rayonnement. Et puis dans la deuxième partie, je vous parlerai de rayonnement thermique. C'est un autre exemple d'émission spontanée. Le rayonnement thermique, vous prenez un matériau, vous le chauffez, il émet de la lumière. Et je vais vous montrer un certain nombre de propriétés un peu surprenantes lorsqu'on étudie le rayonnement thermique en champ proche. D'une part, je vais vous montrer que ça peut être monochromatique. Alors, je parle bien du rayonnement de corps noir. Je vais vous montrer qu'il peut être monochromatique. Je vais vous montrer que si vous approchez près de la surface, à des distances qui sont de l'ordre du nanomètre, l'énergie par unité de volume, qui varie en sigma T4 habituellement, peut être amplifiée de plusieurs ordres de grandeur. 1000, 10 000. Donc, si vous étiez une molécule et que vous approchez près de la surface, à des distances qui sont des distances tout à fait banales pour les gens qui font de la microscopie à force atomique, quelques nanomètres, eh bien, il ferait chaud. Vous brûlez. Si vous multipliez l'énergie par 10 000, ça fait beaucoup. Du coup, le transfert thermique qui est limité par sigma T4, le flux échangé, si vous êtes à ces échelles de distance, bah lui aussi, il peut être multiplié par 1000 ou par 10 000. Donc, ça change beaucoup de choses. Le rayonnement qui est généralement négligé peut devenir un mécanisme prépondérant. On peut contrôler la direction du rayonnement. Une source thermique incandescente, c'est un objet qui est isotrope. On vous vend ça dans tous les cours d'optique. Le rayonnement de corps noir est isotrope. Et comme on fabrique du rayonnement de corps noir, on prend une surface et on chauffe.
eh bien, on peut prendre des surfaces judicieusement conçues, je vais vous montrer comment, et faire en sorte que ça soit aussi directionnel que ce laser. Ce laser, je dis qu'il est cohérent spatialement parce que justement, c'est un pointeur. C'est un pointeur parce que le rayon est très bien contrôlé. Ce qui est la cohérence spatiale de ce faisceau laser, c'est le fait que justement c'est un pointeur, que ça va dans une seule direction. Ben, je peux faire une source incandescente qui a la même propriété. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses un peu surprenantes lorsque l'on manipule les plasmons pour contrôler le processus d'incandescence, qui est un exemple particulier d'émission spontanée. Donc je vais essayer de décrire tout ça. Alors, pour commencer, donc, je vais faire une antenne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une antenne? Je prends un fil, j'applique une tension, ça rayonne un peu. Hein, quand on fait des TP, des fois, c'est embêtant, les couplages parasites entre différents fils. On les coupe habituellement. Et si, au contraire, je veux favoriser le rayonnement, alors je me connecte à une antenne, je vais mettre en mouvement tous les électrons du fil ici, et du coup, ça va faire deux choses. D'une part, il y a plus de puissance qui sort, ça rayonne beaucoup mieux. C'est de la superradiance. Au lieu d'avoir quelques électrons ici, j'en ai beaucoup plus qui rayonnent. Et c'est ça qui fait que je vais avoir une capacité à rayonner plus grande. Et puis d'autre part, parce que l'extension spatiale est grande, ça crée des interférences et ça me permet de contrôler la direction dans laquelle j'émets. Donc en gros, on sort plus de puissance et on contrôle la direction où va la puissance. Est-ce que je peux faire la même chose avec un atome? Cet atome, il rayonne ce qu'il a. Il ne peut pas vous donner plus que ce qu'il a, ce qui est h nu. Et puis ça part, c'est un dipôle. Si c'est une transition dipolaire, ça part pratiquement dans 4 pistes des radians. Il y a bien dans la direction du dipôle où il n'y a rien, mais ce n'est pas très directionnel. Si je suis capable de lui fabriquer une petite structure et de le mettre au voisinage, peut-être pourrais-je faire la même chose. Alors, il y a cette question qui est comment peut-on sortir plus de puissance de l'atome? Parce que l'atome, s'il est dans son état excité, il y a l'énergie E2 moins E1, il va vous faire un photon qui fait E2 moins 1, et puis c'est fini, donc il ne pourra pas vous donner plus. Par contre, si vous l'éclairez en permanence, vous allez avoir des cycles absorption-émission. Et donc en une seconde, le nombre de cycles absorption-émission, lui, il peut bouger. Il peut être réduit si la durée de vie d'émission est réduite. Parce qu'il absorbe, il est excité, et puis là, vous attendez qu'il veuille bien émettre un photon. Donc vous avez 1 sur la durée de vie qui vous limite le flux. Alors, si vous réduisez cette durée de vie, vous augmentez la puissance que vous extrayez. Donc l'antenne, ce qu'elle va faire, c'est réduire la durée de vie. Et pour un opticien quantique, ça veut dire qu'elle va augmenter la densité d'état local. D'accord? Donc si on est capable d'augmenter la densité d'état local avec une structure métallique, alors on va pouvoir sortir plus de puissance d'un atome. Voilà. Alors voilà un exemple d'antenne. Ça date de 2005. Ça a été proposé par Dieter Paul. C'était l'un des tout premiers à promouvoir l'idée de transposer ce que l'on fait en ondes radio à l'optique. Dieter Paul est le premier à avoir fait des images super résolues en optique, avant Betzisch, en concurrence avec Betzisch, bien qu'il ne soit pas très cité par le comité Nobel de chimie. Là, on a une antenne qui est une structure métallique en or. Elle est déposée sur un substrat, et ce qui est montré ici, c'est un calcul lorsqu'on envoie une onde plane sur ce système. Donc, vous allez avoir des modes guidés, des courants qui se baladent le long de ce fil, et donc il peut y avoir des résonances en lambda sur 2, là vous voyez clairement une résonance en lambda sur 2, et donc ça c'est ce que l'on a habituellement pour les ondes radio. Et c'est là qu'il y a la spécificité de la nanophotonique. Quand vous arrivez au bout du fil, évidemment les électrons s'accumulent, donc vous avez une charge de surface ici. Vous avez des modes où les charges sont de signes opposés, et donc vous avez un champ très intense à cet endroit-là. Donc ça, c'est en fait l'effet du paratonnerre. Donc c'est tout à fait banal. Vous savez tous que quand vous avez un paratonnerre, parce qu'il y a accumulation des charges, vous avez un champ électrostatique très élevé. Alors vous me direz, ça c'est de l'optique, et je compare avec de l'électrostatique, donc ça n'a rien à voir. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose parce que justement, je suis en nanophotonique. Et parce que je manipule des distances sub-longueur d'onde, tous les points ont la même phase. Donc je n'ai pas d'effet de retard. C'est exactement ça la définition de la nanophotonique. C'est quand vous êtes dans un régime de distance où les effets de retard sont négligés. C'est en fait exactement l'AEQS ou la RQP qu'on vous enseigne quand vous faites de la circuiterie. C'est la même approximation, sauf que ça se passe aux fréquences optiques, donc c'est un tout petit peu plus sportif de réussir à contrôler ça. Mais on peut donc avoir ces effets d'exaltation de champ électrostatique, la physique est la même,
qui vous crée des champs gigantesques. Mais du coup, si vous avez un champ gigantesque ici, si vous mettez un émetteur, il le voit, ce champ. Et donc, il peut interagir. Et c'est ça l'origine de la densité d'états augmentée. Ces états sont des états qui ne sont pas purement photons du vide, c'est en fait des états collectifs électrons-photons. C'est des polaritons. Polaritons, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est moitié-moitié. Et donc, pourquoi il y en a plus que dans le vide? Parce que des états des électrons dans la matière, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. À la louche, il faut lambda cube dans le vide pour faire un état, et il faut un angstrom cube dans la matière pour faire un état de phonons ou d'électrons. D'accord? Donc voilà d'où ça vient. Fondamentalement, c'est ça la nanophotonique. Voilà. Alors, vous voyez le résultat. Vous avez un champ ultra intense, et vous mettez votre émetteur là-dedans. Donc, il se couple à ce mode. Le couplage est extraordinairement efficace parce que justement, à cause de ce que je viens de vous dire, le champ est très intense ici. Mais ensuite, une fois que vous avez couplé pas le champ là, vous avez couplé le champ du mode. Donc maintenant, c'est tous les électrons qui ont pris l'énergie. Si vous avez un atome qui est ici qui se désexcite, il donne son énergie au mode. Et ensuite, ce mode, qu'est-ce qu'il fait? C'est tous les électrons qui sont ici qui rayonnent. Donc c'est pour ça que ça marche bien. C'est pour ça que c'est une antenne. C'est toute l'antenne ensuite. C'est les milliers d'électrons qui rayonnent ensuite. Donc ça se fait toujours en 2 étapes, l'émission par antenne plasmonique. Voilà, c'est ça une antenne plasmonique. Petit problème. Les électrons qui sont là, ils peuvent rayonner, mais ils peuvent aussi chauffer. Et c'est un problème très sérieux en optique. Ça chauffe beaucoup plus que dans les ondes radio. La partie perdue par effet ohmique en ondes radio est faible. Ici, ça peut être majoritaire. Ça, c'est le problème majeur de toutes ces applications. Alors, les premières démonstrations, c'est 2006. C'était une petite sphère métallique. Là, on avait des solutions qui étaient très diluées, de telle sorte qu'on ait des molécules, à peu près 1 par micromètre carré. C'est des molécules fluorescentes et terrilènes. Et donc ça, c'est une manip qui est faite dans le groupe de Novotny, ça c'est dans le groupe de Weizsäcker. On colle une nanosphère de métal sur une fibre optique étirée. Ceci est sur une platine de positionnement piézo. Et donc, lorsque l'on vient approcher la sphère juste au-dessus de la molécule, eh bien, on est dans cette situation. L'émetteur excite le plasmon, et dans un deuxième temps, c'est le plasmon qui rayonne. Et ça, c'est un processus d'émission qui est infiniment plus efficace que l'émetteur tout seul qui rayonne dans le vide. Donc, lui excite le plasmon à cause de ce que je viens de vous dire. La résonance du plasmon fait que le champ du plasmon est très intense ici, donc le couplage est très efficace. Dans un deuxième temps, la particule d'or rayonne, et elle rayonne infiniment mieux qu'un pauvre dipôle tout seul, puisque ce sont des milliers d'électrons tous en phase qui rayonnent. Voilà comment ça marche. Alors, problème, évidemment, ça peut se transformer en chaleur et chauffer la particule de l'or. Vous avez ici le résultat de la fluorescence. Vous voyez qu'au fur et à mesure que la molécule se rapproche de la particule, le nombre de coups que vous détectez augmente très fortement. Et puis, il arrive un moment, ça chute. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le quenching. Donc ça, c'est le cauchemar de tous les gens qui font des nano-antennes. Si vous êtes trop près, eh bien, le champ électrostatique de ce dipôle qui varie en 1 sur R3, bien, il pénètre là-dedans, il fait un champ très intense dans l'or, et là, vous faites énormément de pertes. Donc c'est vraiment du couplage dipôle-dipôle cette fois-ci. C'est le champ du dipôle qui se couple directement aux électrons, pas par émission de photons, mais directement au couplage dipôle-dipôle. Et comme ça varie en 1 sur R3, si la distance est vraiment petite, c'est ça le canal dominant. Et ce canal devient beaucoup plus important que le canal d'excitation du mode qui ensuite rayonne. Donc ça, c'est le problème majeur qu'il faut résoudre. Et il y a... donc pendant longtemps, vous voyez, c'est à peu près là, on est à 20 nanomètres. Quand vous êtes à 10 nanomètres, en général, vous commencez à y perdre. Donc vous aimeriez vous rapprocher plus pour avoir une interaction plus forte, mais c'est les pertes qui prennent le dessus. Et ce 10 nanomètres, c'était une sorte de limite depuis 10 ans. Et récemment, des gens ont montré qu'avec 2 nanomètres de gap, et donc plus vous réduisez les distances, plus le couplage est intense, et donc on est content de faire ça. Le problème, c'est qu'il y a les pertes. Mais malgré les pertes, pour ce type de géométrie, les gens ont montré qu'on pouvait avoir 50% de rendement sur ce type de géométrie où vous avez des nanocubes sur un film. Là, vous avez un film d'or, et puis vous avez ici les fluorophores. Les Purcell obtenus sont de l'ordre de 1000. Donc en fait, jusqu'à il y a 1 an, quand on était à 100, c'était formidable. Donc là, on arrive à 1000. Alors 1000, on pensait que c'était impossible parce qu'il y avait ces effets de quenching. Si vous faites 1000, vous changez la donne. Parce que l'ordre de grandeur d'une durée de vie, c'est des nanosecondes. Hein. Après, évidemment, ça dépend de votre force oscillateur, de votre émetteur, un peu de l'environnement, mais on va dire qu'à la louche,
c'est la nanoseconde. La nanoseconde, si vous voulez faire des applications de transfert d'informations, ça va vous donner du gigahertz. Du gigahertz, vous n'êtes pas compétitif avec les lasers. Aujourd'hui, on dépasse le gigahertz. Il faut être à 10 gigas au moins. Mais si vous avez un facteur Purcell de 1000, ben vous pouvez imaginer de moduler même de l'émission spontanée. Et donc, vous êtes dans une situation où vous pouvez réenvisager d'abandonner les lasers, désolé pour certains, et d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire des choses avec des diodes électroluminescentes. Donc ça change quand même fondamentalement la donne. Voilà, donc ça c'est ce qu'est en train d'essayer de promouvoir Ilya Jablonowicz actuellement. Ça, c'est son grand dada. Si vous pouvez accélérer l'émission de lumière, ben vous pouvez aller plus vite que plein d'autres choses, et notamment tout ce qui vous embête. Par exemple, la désexcitation parasite par émission de phonons, qui fait que vos rendements de vos sources lumineuses ne sont pas bons. Si vous allez aller plus vite dans l'excitation du photon, donc vous pouvez améliorer les rendements et éventuellement faire des diodes électroluminescentes dans l'infrarouge. Ça n'existe pas, les diodes électroluminescentes dans l'infrarouge. Parce que quand vous passez du visible à l'infrarouge, votre taux d'émission spontanée qui est en oméga 3, il se prend un facteur 1000. Donc les diodes électroluminescentes qu'on vend parce que leur rendement est formidable, si vous le divisez par 1000, c'est tout de suite moins intéressant. Et si vous pouvez regagner ce facteur 1000, ça change la donne. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble d'applications. Je vais vous montrer maintenant comment on peut contrôler la direction. Donc ça, vous connaissez tous ça, si vous êtes suffisamment âgé. Il faudra que je fasse attention d'ici quelques années. C'est les antennes dites Yagi-Uda, les antennes râteaux, qui contrôlent, qui vous permettent de capter les émissions télé. Donc vous savez qu'elles ont la propriété de ne pas fonctionner quand il y a du vent, ce qui veut dire qu'elles doivent être parfaitement alignées. Donc si je dis les choses positivement, ça veut dire qu'elles sont directionnelles, ces antennes. Et elles sont directionnelles et elles visent dans la direction de l'axe. Eh bien, ici dans le groupe de Van Hulst à ICFO, ils ont fait la même chose. Ils ont mis ici des petits bâtonnets d'or, et ce grand bâtonnet joue le rôle de ceci qui est le réflecteur. Et ces petits brins sont les directeurs. Uniquement le brin qui est ici est connecté au câble qui va à l'antenne. Et donc ici, on a fait la même chose. Seul ce brin est connecté à la source de lumière. Et la source de lumière, c'est une boîte quantique. Une boîte quantique, c'est une petite sphère de semi-conducteurs dans laquelle vous avez des électrons qui sont confinés. Donc, pour dire les choses très simplement et très vite, votre électron est dans une boîte, c'est-à-dire que c'est le premier TD de mécanique quantique. Donc, vous avez des niveaux discrets, et donc vous avez des transitions entre ces niveaux qui font de la lumière. Donc, c'est une sorte d'atome artificiel, et en contrôlant sa taille, vous pouvez contrôler la lumière d'émission. Voilà, donc c'est très pratique et on utilise beaucoup ces objets, ça a 30 ans. Les tout premiers ont été synthétisés il y a une trentaine d'années, il y avait le colloque à Paris sur le 30e anniversaire des quantum dots au printemps. Alors voici un autre exemple de nano-antenne, là c'est un micropilier, donc là vous avez un substrat, il y a une structure en semi-conducteur qui est comme ceci, ça fait 2 microns de haut, grosso modo, une centaine de microns de diamètre, pardon, une centaine de nanomètres de diamètre, 2 microns ici. La boîte quantique est ici. Donc vous voyez qu'elle excite un mode qui est piégé dans ce fil diélectrique. Donc c'est pour ça que la lumière qui va vers le haut est rayonnée. Donc vous voyez que la forme ici s'affine. Ça permet de faire en sorte d'éviter la réflexion et de faire en sorte que toute la lumière soit émise. Puisqu'elle est émise vers le bas, se réfléchit, et donc vous avez une onde stationnaire ici, un mode guidé dans ce fil diélectrique. Donc ça, c'est une collaboration de Jean-Michel Girard au CEA, et le design avait été fait par mon collègue Philippe Lalanne à l'Institut d'optique. Vous n'avez pas d'effet Purcell là-dedans. Par contre, vous avez une source directionnelle. Donc avec n'importe quelle lentille, une ouverture numérique assez quelconque, vous pouvez tout collecter. Et donc ça, l'avantage, c'est que par rapport à une boîte quantique qui émet dans 4 pistes radians, vous êtes sûr que vous récupérez tout. Donc pour faire des pistolets à photons uniques, c'est formidable. Vous êtes sûr de le récupérer. Voilà. Alors, oui. La durée de vie n'est pas modifiée. Ouais. Le taux d'accélération d'émission spontanée n'est pas modifié. Oui, tout part dans ce mode-là. Donc tout part dans un seul mode, mais l'accélération d'émission spontanée est voisine de 1. Quoi. Alors là, je voudrais faire les deux choses simultanément. Dans ce que je vous ai montré qu'on savait contrôler la direction, mais pas accélérer l'émission spontanée. Je vous ai montré qu'on savait accélérer l'émission spontanée, mais pas contrôler la direction. Et je voudrais faire les deux simultanément. Donc pour faire les deux, je passe à ceci qui est une antenne patch. Donc en français, ça serait antenne ruban. Donc une antenne ruban, c'est ce qu'il y a dans votre téléphone. Alors c'est constitué d'un plan de masse
en langage électronique, un isolant, et dessus, une petite plaquette métallique. Alors, moi, je vais appeler ça un miroir, parce que je fais de l'optique. Ici, j'ai une couche de silice, 30 nanomètres d'épaisseur, et là, j'ai un disque d'or qui fait 20 nanomètres d'épaisseur et environ un 2 microns de diamètre. L'émetteur est une boîte quantique, donc une petite nanosphère de semi-conducteur qui est placée au centre. Donc, ça, c'est un projet en collaboration avec Benoît Dubertret qui synthétise ces boîtes quantiques. Pascal Senelard, qui est capable de faire la croissance de ce disque exactement centré là où se trouve l'émetteur. Et ça, ce problème d'assemblage est un problème extrêmement difficile. Et Agnès Maître, qui a fait toutes les mesures de caractérisation de durée de vie de ces émetteurs. Alors voilà à quoi ressemble la structure et pourquoi on a proposé cette structure. Donc on avait proposé théoriquement cette structure. Là, vous avez ici un calcul qui représente le champ, donc ça c'est le miroir. Ici vous avez le disque d'or. Vous avez un dipôle qui est ici, qui donc oscille on est à 650 nanomètres environ. Et il va exciter des modes qui sont des modes plasmoniques, donc qui se propagent à l'interface diélectrique-métal, et qui ici donc sont guidés par les deux métaux. Et parce que l'épaisseur est de 30 nanomètres uniquement, vous avez, donc ça vous ne pourriez pas l'avoir s'il n'y avait pas les placements, donc vous avez un volume qui est extrêmement réduit, et comme ce volume est extrêmement réduit, la densité d'état est extrêmement élevée. C'est là que ça sert les placements. Donc ça vous donne une accélération d'émission spontanée. Donc c'est très confiné ici, et c'est très confiné ici, ça permet d'accélérer l'émission spontanée. Par contre, c'est très grand dans ce sens-là, très grand de longueur d'onde. Pour de la nanophotonique, c'est très grand. Et donc, ce 2 microns, il est suffisamment grand pour permettre de contrôler la diffraction, et donc d'être directionnel. Donc il faut être à la fois petit pour exalter l'émission spontanée, mais grand quand même si on veut rester directionnel. La directionnalité, c'est toujours des interférences. Il faut une certaine taille. Voilà, donc ça c'est le diagramme calculé de rayonnement. Ça c'est les facteurs de Purcell, les facteurs d'accélération d'émission spontanée. Donc on tourne autour de 80 calculés. Et les résultats sont ici. Donc ça c'est le diagramme mesuré de rayonnement, c'était mesuré au labo, à l'Institut. Ça c'est le calcul. Ici vous avez le spectre d'émission. Et je vous montre maintenant l'accélération de l'émission spontanée. Donc ça c'est la décroissance temporelle des émetteurs, sans antenne et avec antenne. Donc vous voyez qu'il y a une accélération. Les facteurs qui mesurent ces accélérations, on a fait beaucoup d'antennes. La valeur maximale qu'on a observée, c'était 80. Donc très inférieur au 1000 dont je vous ai parlé, qui est plus récent. Et donc ça dépend de l'état de polarisation, d'orientation du dipôle, suivant qu'on est ici ou là. Alors je vais vous montrer ceci. Ça, c'est l'image de microscopie optique sous fluorescence. Et vous voyez qu'en fait, on voit que la lumière provient de tout le disque. Donc, je voudrais juste insister sur le fait que lorsque je mets 20 nanomètres de métal, on a tous en tête que le métal c'est opaque, 20 nanomètres c'est plus petit que la profondeur de peau. La profondeur de peau c'est 30 nanomètres. Donc il ne faut pas penser ce disque comme un couvercle métallique opaque, il faut plutôt le penser comme une nappe de courant qui rayonne et qui est semi-transparente. Et c'est bien cette image qui rend compte de l'observation. Vous voyez que la lumière provient de toute la surface du disque. Donc c'est bien une nappe de courant qui est en train de rayonner. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire à propos de ces émetteurs plasmoniques. Je vais passer maintenant à un deuxième type d'antenne pour des boîtes quantiques également. C'est un résultat qui vient de sortir dans Nature Nanotechnologie il y a 15 jours. Et c'est fait en collaboration avec Benoît Dubertret. Donc voici un schéma de la boîte quantique. C'est donc une nanosphère de CDSE encapsulée dans du CDS. Et on a fait une croissance de silice autour. Et ensuite, on va déposer de l'or, une coquille d'or. Et ce sera là qu'il y a un résonateur plasmonique. Donc voilà à quoi ressemble l'objet dont je vais vous parler. On a ici une coquille plasmonique. Alors même chose, elle fait 20 nanomètres, ce n'est pas opaque, la lumière peut pénétrer. Alors l'un des problèmes de ces boîtes quantiques colloïdales, c'est le suivant. Elles émettent de la lumière quand elles veulent. C'est d'excellents émetteurs, ce sont de très très bons fluorophores, ils durent très longtemps, ils ont des durées de vie assez grandes. Ils résistent beaucoup mieux que les molécules, ils ne sont pas parfaits, mais ils résistent beaucoup mieux que les molécules au photoblanchiment, si vous les éclairez de façon très intense. Par contre, vous voyez, de temps en temps, ils arrêtent d'émettre.
Alors, parce que ces boîtes quantiques sont le résultat de nombreuses années de travail de Benoît Dubertret, elles ne s'arrêtent pas complètement. Elles sont soit brillantes, soit grises. Elles émettent 3 fois moins. Ça, c'est l'intensité en fonction du temps. Vous voyez que les échelles de temps, c'est des dixièmes de seconde, le moment où elles s'arrêtent. Enfin, c'est long. Et c'est totalement incontrôlé. Donc ça, c'est l'un des problèmes majeurs de ces objets. On va résoudre ce problème avec l'antenne plasmonique. Donc, voilà ce que l'on a fait. On a mis cette structure plasmonique ici. Donc comment ça marche? On a ici représenté la distribution de l'intensité. Donc ça, c'est le module du champ dans la structure. Donc vous voyez que 1, la valeur 1, c'est le champ incident. Donc ici, jaune, vous voyez que ça correspond à 5. Donc vous avez une exaltation du champ à cet endroit-là. Pourquoi vous avez une exaltation du champ? Mais parce que, comme je vous l'ai dit, donc ça c'est l'or. Donc vous avez des oscillations des électrons comme ceci. Si vous excitez la résonance de cette mode d'oscillation, vous allez avoir une exaltation. Donc vous avez une exaltation du champ ici. Et ceci conduit à 2 phénomènes. D'une part, une amplification du champ qui éclaire la boîte quantique à l'intérieur. Et par conséquent, par réciprocité, une exaltation de sa capacité à rayonner due à cette antenne. Et d'autre part, une augmentation de la densité d'état et donc réduction de la durée de vie. Alors, on a effectivement... Alors, ce n'était pas facile à faire parce que quand vous explorez les paramètres, la gamme où il y a des effets qui sont ce que vous recherchez n'est pas si grande. Donc, il a fallu faire beaucoup de simulations numériques pour guider la synthèse. Et voici les résultats. Lorsque vous n'avez pas la structure, lorsque vous avez la boîte quantique toute seule, c'est 123 nanosecondes la durée de vie. Lorsque vous avez la structure complète dans de l'air, on a mesuré 13 secondes et on avait calculé 13 nanosecondes et on avait calculé 12 nanosecondes. Et pour être certain que c'est bien des effets optiques électromagnétiques dus à des effets de densité d'état, on l'a mis dans de l'eau. Donc rien de la physique de la boîte quantique à l'intérieur de sa coquille d'or n'a changé quand vous mettez de l'eau autour. Et le calcul vous prédit qu'à ce moment-là, vous passez de 12 nanosecondes à 20 nanosecondes. Et c'est exactement ce qu'on a observé. Donc on fait vraiment uniquement une modification de l'environnement optique, de la densité d'état, et l'accord avec la théorie est excellent, c'est exactement ce qui est prédit. Même chose avec un autre liquide. Donc on est certain que c'est bien une modification de la densité d'état qui a permis d'accélérer l'émission spontanée, que ce n'est pas d'autres phénomènes. Il y a des tas d'autres phénomènes qui permettent d'envisager de modifier la durée de vie dans ces systèmes. Et en particulier, celui qui est responsable de ces problèmes de clignotement, c'est la désexcitation par effet Auger. La raison pour laquelle les émetteurs se mettent en grève de temps en temps, c'est qu'un électron pénètre dans la boîte quantique. Lorsque cet électron pénètre, à ce moment-là, vous avez 2 électrons et un trou. Et vous pouvez avoir une désexcitation par effet Auger. C'est-à-dire que l'état excité va donner son énergie à l'autre électron. Et à ce moment-là, évidemment, ça fait un canal de désexcitation plus supplémentaire, donc ça réduit la durée de vie. Mais du coup, cette énergie est perdue, donc il est moins brillant, il est gris. C'est ce que l'on a ici. Ce qu'il se passe avec la coquille d'or, vous voyez qu'on n'a plus du tout de clignotement. C'est comme la désexcitation radiative est maintenant le phénomène le plus rapide, on se désexcite avant l'effet Auger. Et donc, du coup, qu'il y ait un électron ou qu'il n'y ait pas d'électron, de toute façon, la désexcitation radiative est la plus rapide. Donc, on passe toujours par le plasmon. Alors, on gagne parce qu'en plus, on va 6 fois plus vite, puisqu'il y a du Purcell. Par contre, une fois qu'on a excité le plasmon prélève sa taxe. Il y a une partie qui part en chauffage. Et donc, le rendement radiatif du plasmon, il ne vous rend en photon qu'un tiers de ce qu'il a pris. Il garde 2 tiers, le plasmon. Très gourmand. Donc, vous gagnez d'un côté, vous perdez de l'autre. Par contre, vous avez supprimé le clignotement complètement. Et ça, c'est très important pour les applications. Alors, il y a d'autres effets extrêmement bénéfiques, et là, on ne sait pas pourquoi. On est très content de le constater, parce que ça ne suit pas la loi de Murphy. En fonction du temps, sur 16 heures, en éclairement permanent, il résiste. Alors que normalement, au bout de 16 heures, en éclairement permanent, ça photoblanchit. Et quand vous augmentez la puissance au niveau de saturation, là, même chose, à partir d'un certain moment, quand vous êtes au niveau de saturation divisé par 2, vous photoblanchissez les boîtes quantiques,
et en présence de la coquille d'or, ça résiste. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les phénomènes physiques qui sont là cachés derrière la destruction des boîtes. Donc je ne sais pas pourquoi ça protège, mais ça marche. Alors, je vais vous parler de tout à fait autre chose maintenant. Je vais vous parler de rayonnement thermique, donc plus d'antennes plasmoniques. Je vais vous parler de densité d'état, de transfert de chaleur. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, si on est près d'une surface, il peut faire très chaud. Ça, c'est un calcul qui est fait sur une surface de carbure de silicium. Donc, on calcule le rayonnement thermique émis en fonction de la distance Z. Et on trace le spectre. Donc cette courbe ici, c'est la densité d'énergie par unité de volume. Donc c'est la densité d'énergie électromagnétique. Donc c'est le carré du champ électrique plus le carré du champ magnétique, avec les bonnes constantes. Et ça, c'est les fréquences. Donc vous retrouvez ici l'enveloppe de la courbe de Cornoire. Je me suis mis ici à 100 microns. Le calcul est fait à 300 K. Donc le Cornoire à 300 K. Le pic de la courbe de Cornoire est à 10 microns. Donc quand je me mets à 100 microns, ça veut dire que je suis à 10 longueurs d'onde type. Donc ça veut dire que je suis en champ lointain, je suis très loin. Si je me rapproche de la surface, lambda sur 10, et puis lambda sur 100, ben vous voyez que le spectre change énormément. Et si vous regardez la valeur ici, vous voyez qu'on passe de 1, donc là j'ai normalisé à la valeur de Cornoire dans le vide, à 20 000. Donc c'est 4 ordres de grandeur d'augmentation de la densité d'énergie. Alors évidemment, comme ça se réduit ici, on peut se poser la question, est-ce que la surface est conservée? Non, la surface n'est pas conservée. Cette courbe existe toujours, elle est dans l'épaisseur du trait ici. Il y a beaucoup plus d'énergie par unité de volume. Alors d'où ça sort? Donc, il y a deux façons de répondre à cette question. La première, c'est de faire un zoom ici sur le matériau. Alors ici, j'ai pris du quartz. Là, vous pourriez penser que c'est un effet du carbure de silicium qui est peut-être un matériau bizarre. Il n'en est rien. Si vous prenez de la bête silice, c'est pareil. C'est la même histoire. N'importe quel oxyde, c'est pareil. Vous prenez donc ici de la silice, donc vous avez du silicium, où il y a de l'oxygène. L'oxygène porte une charge négative, le silicium une charge positive à cause de la différence d'électronégativité. Et imaginez que vous venez très très près de la surface, c'est ce que je viens de vous décrire. Eh bien, vous commencez à voir la structure atomique. Et quand vous voyez la structure atomique ici, eh bien ça c'est un dipôle. Donc un dipôle rayonne à un champ électrostatique. Parce que justement, comme je suis à des petites distances, les effets de retard n'existent plus. Donc j'ai le droit de penser avec les concepts de l'électrostatique. Donc si j'ai un dipôle, j'ai un champ en 1 sur R3. Ben, quand R tend vers 0, le champ il explose. Donc ce n'est pas étonnant d'avoir un champ qui saute au plafond. Deuxièmement, ce dipôle, il a une fréquence très particulière, c'est la fréquence de vibration de cette liaison. Donc je m'attends à voir ça à une fréquence particulière, la fréquence de vibration. C'est exactement ce qu'on a ici. Ça, c'est la fréquence des phonons optiques du matériau. Et l'exaltation ici varie en 1 sur Z3. Les champs sont en 1 sur Z3, donc les puissances en 1 sur R6. Vous réintégrez ça sur un demi-espace, ça vous donne bien du 1 sur Z3. Voilà, c'est ça la physique de cette exaltation. Donc c'est des concepts très anciens, très bien connus. C'est en fait, grosso modo, pour le transfert d'énergie, la même physique que le couplage dipôle-dipôle pour les forces de Van der Waals, en fait. Voilà. Alors, on peut le redire dans d'autres termes, en termes d'ondes de surface. Lorsque vous avez des phonons polaritons, vous avez une résonance à une fréquence particulière, et cette résonance permet d'exciter des modes, et vous avez donc les phonons polaritons de surface, qui sont les cousins des placements de surface, mais dans l'infrarouge. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une fréquence particulière, vous avez un très grand nombre de modes. Et donc, ce sont ces modes que vous êtes en train de voir. Donc là, je redis la même histoire, mais dans le langage de Fourier au lieu d'être dans l'espace direct. Mais c'est la même histoire. Très grand nombre de modes, donc densité d'état très grande. Pourquoi je ne les vois que lorsque je suis très près? Eh bien, lorsque le vecteur d'onde K est très très grand, les modes sont de plus en plus confinés. Donc pour venir détecter ces modes, il faut que je sois très près. Alors ça a été mesuré, ça c'est une collaboration avec Yannick de Wild à l'ESPCI. Pour mesurer ça, donc, il a pris une surface qu'il a chauffée, donc voici la surface. Et ces champs existent, du moins nous on prétendait théoriquement qu'ils existaient. Mais évidemment, c'est les champs de surface, donc on ne les voit pas par définition, puisqu'ils sont accrochés à la surface. Donc pour pouvoir les détecter, il faut aller les chercher là où ils sont. Donc on prend une pointe et on la plonge. Et à partir du moment où vous arrivez à une dizaine de nanomètres, là, vous plongez dans ce champ. Vous le voyez, le champ, là? Je plonge dedans. Et donc là, le champ éclaire la pointe diffuse. Et donc je prends ici un objectif casse-grain et je renvoie sur un détecteur. Et à ce moment-là, on peut former une image et puis se mettre soit ici, soit là. Donc là, par exemple, j'ai un matériau A, un matériau B.
Et donc je vais voir le contraste d'image. Ici, on a un trait d'or sur un substrat diélectrique. Et donc ce que l'on voit, c'est les modes des placements sur l'or. Et ces modes, eh bien, ils ont une structure comme tout mode. Ça, c'est une structure allongée, donc ça s'appelle un guide d'onde pour les ondes de surface. Et donc vous attendez des interférences. Donc ça, c'est du rayonnement thermique. J'ai juste pris un morceau d'or que j'ai posé. Je suis venu regarder la distribution de champs thermiques. J'ai juste chauffé. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de laser, il n'y a rien. Je pose le truc, il est chaud. J'enregistre la structure du champ. Et qu'est-ce que je vois? Des interférences. Donc le rayonnement thermique est spatialement cohérent en champ proche. J'ai simplement vu les structures d'une cavité dont les tailles sont de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. C'est ça l'origine de la cohérence spatiale. C'est ce qu'on appelle les oscillations de Friedel lorsqu'on parle des électrons. Vous avez ici une image de la densité d'état déplacement sur ces structures. Alors, un peu plus tard, parce que c'est difficile, on a réussi à faire l'image spectrale. Donc mettre ça dans un spectrotransformé de Fourier et réussir à voir le pic. Donc vous voyez ici les enregistrements. Donc c'est la même manip, mais au lieu d'envoyer tout le signal dans un détecteur avec juste un filtre interférentiel large, on met ça dans un spectrotransformé de Fourier et on trouve effectivement un signal qui est piqué à la bonne fréquence, la fréquence du phonon polariton. Donc on a bien cette signature du fait que ce champ est confiné près de la surface et puis il est bien à la fréquence des phonons. Voilà. Donc on a vu ces champs thermiques exaltés près de la surface. Alors du coup, si ces champs sont si intenses, si vous mettez deux surfaces en regard à une distance petit d, eh bien vous attendez à ce que le champ évanescent créé par celle-ci puisse traverser et venir chauffer la surface qui est ici et vice-versa. Donc le flux radiatif doit augmenter lorsque vous êtes à très courte distance et de plusieurs ordres de grandeur. Mais c'est bien. Alors le calcul dit ça. Donc là vous avez une échelle logarithmique. Ça c'est 100 microns, 1 micron. Quand vous êtes à des distances plus grandes que la longueur d'onde, c'est epsilon sigma t4, ça ne dépend pas de la distance, donc c'est constant. Et puis quand vous repassez en dessous de la longueur d'onde, ça croît, et le calcul vous dit que ça croît en 1 sur d2. Alors ça peut s'interpréter avec les concepts de la physique mésoscopique, je n'aurai pas le temps de le dire, mais on peut introduire le quantum de conductance thermique, et en fait vous avez le nombre de quantum de conductance thermique. Et ce nombre est tronqué par la distance. Le 1 sur d carré ici, c'est la coupure dans l'espace d'écart. Vous coupez 1 sur d. Et donc vous sommez simplement sur tous les modes, c'est-à-dire tous les cas parallèles. Et chaque mode a un quantum de conductance thermique, le quantum universel. On a mesuré ça. Donc ça, c'était une collaboration avec le groupe de Joël Chevrier qui fait des mesures de Casimir. Donc on a profité de son expertise sur le montage ultra stable pour mesurer les forces de Casimir entre un échantillon et une sphère. Et là, on a mesuré le transfert thermique. Donc on a chauffé le substrat, on a collé une sphère sur une structure qui est bimorphe, c'est-à-dire que vous avez ici un dépôt d'or sur une structure en nitrure de silice. Donc il y a un coefficient de dilatation différentiel qui fait que lorsque vous réduisez la distance, cet objet s'échauffe, donc le support s'échauffe, du coup il se tord, et vous détectez ceci de façon interférentielle avec une fibre optique. Donc les points ici, là, c'est les mesures, et les courbes, c'est la théorie. Donc on a un bon accord. C'était la première fois qu'il y avait un accord quantitatif entre cette théorie qui est très ancienne. Cette théorie date des années 75, 71. C'est Polder et Vonhoff qui ont calculé ça. Et ça n'avait jamais été... on n'avait jamais pu faire la comparaison quantitative. Et la raison est que quand ça a été observé la toute première fois, c'était avec des métaux. Et tous les calculs qui ont été faits ensuite étaient avec des métaux. Et personne n'a jamais imaginé qu'avec des diélectriques, ça puisse être plus efficace. Et la raison pour laquelle c'est plus efficace avec les diélectriques, c'est qu'il y a les résonances de phonons polaritons de surface. Et ça fait gagner un ordre de grandeur sur le niveau de signal. Les métaux, vous me direz, ils ont des placements, mais les placements, ils sont dans l'ultraviolet. Donc à la température où vous faites votre manip, ils ne sont jamais excités. Donc les placements sont les seuls responsables de la force de Casimir parce que c'est de la force à 0K, mais pour les transferts thermiques, il faut aller dans l'infrarouge, et donc il faut les phonons. Donc ça, c'était notre contribution, c'est de dire attention, c'est là qu'il faut aller. Donc depuis, il y a plusieurs manips qui ont été faites avec des diélectriques, et les effets sont très importants. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous dire sur le champ proche. Maintenant, je vais vous parler d'émissions spontanées, de rayonnement de corps noir, mais en champ lointain.
Alors voilà typiquement tout ce que l'on dit à propos des sources incandescentes. On dit beaucoup de mauvaises choses, et tant et si bien que leur vente est interdite. Vous ne pouvez plus aller chez Leroy Merlin et acheter une ampoule à 40 watts, c'est fini. C'est fini parce que quoi? Essentiellement parce que l'efficacité est très mauvaise. Et puis la brillance est très mauvaise. Le nombre de photons par mode, c'est Bose-Einstein, et donc c'est infiniment moins bien qu'un laser. C'est large spectre, ça émet dans toutes les directions, et puis il ne faut même pas penser à les utiliser pour faire du transfert d'informations en modulant, parce que si vous l'éteignez, elle met un dixième de seconde avant de refroidir. Donc vous pouvez envisager de faire du transfert de communication à 10 Hz, ce qui est limité. Alors, est-ce que c'est vraiment fondamental tout ça? On pourrait le penser parce que ça fait quand même 150 ans depuis Edison et ça n'a pas beaucoup progressé. Ça, c'est fondamental, la brillance, parce que Bose-Einstein, c'est Bose-Einstein. Si votre filament a une température T, ben, ça sera Bose-Einstein à la température T. Donc là, il n'y a rien à faire. Si vous voulez plus de puissance, il faut augmenter la surface de l'émetteur, et c'est tout. Tout le reste, c'est juste qu'on s'y prend mal. On peut très bien faire un spectre étroit, on peut très bien la rendre très directionnelle. Il n'y a aucune raison fondamentale pour laquelle votre rendement n'est pas de 100%. Et on peut très bien le moduler à des fréquences arbitrairement élevées. Je n'aurai probablement pas le temps de vous dire ça, je vais vous dire tout ça. Alors voilà un exemple de façon de faire une source dont le spectre est contrôlé. Donc ça, c'est par exemple, c'est les choses que fait Riyad. Ça, c'est des résultats qui ont été obtenus par Riyad Haïdar en collaboration avec le LPN et le groupe de Jean-Luc Pelouard. Donc l'idée est de prendre un miroir, un isolant, et une structure plasmonique. Donc c'est des petits nanophiles, comme vous avez vu, et ils peuvent résonner, comme on l'a vu déjà. Donc l'idée de base, finalement, c'est je prends quelque chose qui n'absorbe pas. Donc c'est soit totalement transparent, soit totalement réfléchissant. Donc là, on prend des miroirs totalement réfléchissants. Alors totalement entre guillemets, c'est toujours, on ne sait pas faire vraiment totalement, c'est 95%, 90% de réflexion. Donc ça n'absorbe pas. Si ça n'absorbe pas, ça n'émet pas. Ça, c'est la loi de Kirchhoff. Du coup, si vous rajoutez un élément absorbant à une fréquence particulière, et si vous faites en sorte que sa section efficace d'absorption soit optimisée, ben vous pouvez faire en sorte qu'à une fréquence particulière, il absorbe, donc il émette, et puis pas ailleurs. Et voilà le résultat. Donc avec une bonne conception de cette croix, vous avez une émissivité ou absorptivité qui monte à 100% à la fréquence voulue, et puis ça reste autour de 10% ici. Et puis si vous mettez deux objets comme ça, eh bien, vous pouvez choisir deux longueurs d'onde. Là, ici, il y en a 4, et vous avez 4 pics. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut contrôler le spectre d'émission d'une surface. On peut contrôler la direction, on avait fait ça il y a un peu plus d'une dizaine d'années, avec un réseau. Donc l'idée, c'est qu'il y a ces ondes de surface qui se propagent, comme elles ont une relation de dispersion bien définie, une fois que vous avez choisi oméga, mais le K de l'onde de surface qui se propage ici est bien défini. Si vous mettez un réseau, vous allez diffracter l'onde de surface qui se propage. C'est un coupleur. Le concept de coupleur existe depuis longtemps en optique guidée. Et donc vous pouvez contrôler la direction dans laquelle votre onde guidée par la surface va sortir. Et donc elle sort ici, et vous avez une émission directionnelle. On l'a fait sur du tungstène, et ici vous voyez qu'on a obtenu une ouverture angulaire qui est de quelques milliradians. Et ça, cette source ici, là, elle est à peu près aussi directionnelle que les lasers infrarouges habituels à 5 microns. Ça, c'était de l'émission à 4,5 microns. Voilà, donc on peut faire des sources très directionnelles. Alors, on peut faire les deux simultanément. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de faire avec en tête des applications pour faire des capteurs qui vont être des capteurs très basse consommation. Parce que si du coup on est capable de faire en sorte qu'ils n'émettent que dans la bonne direction et que à la bonne fréquence, ben, ils consomment beaucoup moins. Et donc s'ils consomment beaucoup moins, on peut imaginer de les alimenter avec une pile, de les mettre dans un plafond et de les oublier pendant 10 ans. Et ça, c'est une application qui a un marché. D'autant plus que les normes vont arriver. Vous savez qu'il y a des normes qui vont arriver pour le contrôle du CO2 dans les bâtiments. Alors, je vous montre un résultat. Ça, c'est la fréquence. Ça, c'est le vecteur d'onde, donc la direction d'émission. Ce qu'on voudrait, c'est que ce soit noir partout et blanc ici. Vous voyez, c'est pas mal. On arrive à contrôler la direction, on arrive à contrôler le spectre d'émission. Là, vous avez le diagramme de rayonnement de l'objet. Donc là, je passe sur la physique de la conception de cet objet et j'en arrive à la discussion ici
de l'efficacité. Donc, c'est un peu provoquant. Là, je vous ai dit qu'on pouvait avoir un rendement de 100%. Et évidemment, on est sur 3% typiquement hein, pour les lampes à incandescence. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe quand vous chauffez un filament dans une lampe de tungstène? Bien, il y a du gaz. Donc, vous chauffez le gaz et ça part en chauffage. C'est de la convection. Ça peut partir en conduction le long du fil. Et puis, vous rayonnez partout. Alors, le tungstène n'est pas si mauvais, j'exagère. Dans l'infrarouge, c'est un mauvais émetteur. Mais enfin, vous avez un spectre d'émission qui est très large, et donc il y a toute une partie qui est rayonnée dans des directions qui ne sont pas souhaitées. Alors, comment on peut améliorer les choses? Dans le visible, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire parce que ce gaz est indispensable, parce que ça se vaporise, ça se sublime, le métal. Donc c'est toute la technologie des lampes à incandescence où on a des gaz qui font des réactions chimiques qui font que le tungstène se redépose sur le filament. Mais si vous voulez faire une source infrarouge, à ce moment-là, il suffit de chauffer à 1000, 1200. Et là, ça ne se sublime plus. Donc vous pouvez travailler sous vide. Vous pouvez même encapsuler avec du nitrure de silice. Donc le problème du gaz a disparu. Donc vous pouvez travailler sous vide. Donc vous réglez le problème de la convection. Il suffit d'être capable d'avoir un vide suffisant. Donc vous avez une membrane qui est maintenant dans le vide et vous avez supprimé la principale source de perte thermique. Alors la deuxième, c'est la conduction. La chaleur, vous chauffez ici, la chaleur va partir, et puis là, forcément, c'est attaché quelque part. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que ça rayonne sur les côtés et que ça ait rayonné suffisamment de telle sorte que quand vous arrivez au bout, à l'endroit où vous êtes connecté au monde extérieur, eh bien, toute l'énergie soit partie, que là, la température soit la température environnante. Donc il faut chauffer à l'intérieur et laisser une zone ici qui va rayonner, mais qui ne va pas être chauffée. Et si vous faites ça, à ce moment-là, vous pouvez supprimer les pertes par conduction. Donc qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste le rayonnement qui a lieu à une longueur d'onde qui n'est pas celle que vous souhaitez. Mais ça, je vous ai montré avant comment on fait. Et puis, il vous reste le rayonnement qui n'est pas dans la direction que vous souhaitez, mais je vous ai aussi montré avant comment on fait. Donc, en fait, ça dépend que de votre capacité à faire les choses correctement. Mais il n'y a pas de limite fondamentale au rendement d'une source incandescente. D'accord ? Voilà. Donc, avec ça, je voudrais conclure. Je vous ai montré des antennes plasmoniques qui permettent de contrôler la direction d'émission et qui permettent d'accélérer le taux d'émission, donc de réduire la durée de vie des émetteurs. Je vous ai montré un deuxième type d'antenne plasmonique qui ne contrôle pas du tout la direction, mais qui est très efficace pour supprimer le clignotement, et ça parce qu'il y a cet effet Purcell qui accélère l'émission spontanée. Et de surcroît, ça permet d'améliorer la durée de vie des émetteurs. Il y a un prix à payer. On part d'un objet qui fait une dizaine de nanomètres, et l'arrivée, ça fait 100 nanomètres, donc c'est beaucoup plus gros. On a une source, ensuite j'ai parlé de rayonnement thermique, je vous ai montré que les sources pouvaient être directionnelles, qu'on pouvait contrôler les spectres d'émission. Je vous ai dit qu'en champ proche, les densités d'énergie étaient extraordinairement élevées, et que du coup ça entraînait un deuxième effet qui est que lorsque vous avez deux objets à courte distance, les transferts de chaleur par rayonnement sont augmentés de plusieurs ordres de grandeur. Voilà, et donc toutes ces choses-là ont été prédites, observées expérimentalement, et on a des accords quantitatifs. Donc c'est des choses qui commencent à rentrer dans le domaine des technologies. Sur cet exemple, il y a des gens qui sont aux États-Unis sur le programme de détection d'ondes gravitationnelles. Il faut que les miroirs soient refroidis. Et pour refroidir un miroir, quand vous n'avez pas le droit de le toucher, parce que si vous le touchez, vous introduisez des vibrations, et donc vous n'avez même pas le droit de penser à le toucher. Comment on fait? Eh bien, les gens ont pensé à amener une surface derrière sans la toucher et à faire en sorte que le transfert radiatif champ proche soit utilisé pour refroidir. Et ils ont commencé à développer et ils ont refait ces manips. Vous avez vu, je n'ai pas insisté, on a des sphères près d'un plan parce qu'évidemment, une sphère près d'un plan, c'est toujours bien positionné. Si vous voulez faire la manip plan-plan, c'est extraordinairement difficile. Le parallélisme à quelques nanomètres près, c'est un tour de force. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ne sont pas à ça près. Voilà, je vous remercie de votre attention.